Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver, même si c'est en costume de croque-mort. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Un jour sombre, semble-t-il. Nous continuons donc sur la lancée de la semaine dernière à parler du règne du sultan Abdulhamid. 33 ans, on a de quoi faire. Avec des rebondissements, avec des nouveautés, notamment en ce qui concerne la politique de l'Empire ottoman. C'est une période pendant laquelle on verra apparaître quelque chose qui manquait jusque-là, une idéologie. Donc, il est évident que l'un des thèmes sous-jacents de cette saison sera celui de la modernité, même si cette modernité elle va se conjuguer souvent avec des concepts qui sont généralement associés avec la tradition, notamment la religion, notamment les massacres. Mais vous allez voir que, encore une fois, je l'appellerai un grand stratège de la faiblesse. La spécialité d'Abdulhamid, c'est justement de pouvoir combiner modernité et tradition, et d'utiliser cette combinaison qui est parfois fatale pour installer, renforcer son pouvoir, pour atteindre l'autocratie par laquelle il sera connu. Je vais faire quelque chose que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est-à-dire vous donner un tout petit aperçu du programme pour cette année. Vous avez là l'intitulé des titres, des 6 leçons. On a déjà fait des rappels et reprises. Pour les autres, évidemment, le titre est approximatif. Vous me connaissez assez pour savoir que j'ai tendance à digresser, donc je les prends comme un fil directeur, comme un titre général, en me réservant la souplesse de broder autour de certains des thèmes que j'y aborde et de me concentrer parfois sur des questions un peu plus pointues, en essayant, comme toujours, d'équilibrer des généralités, parce qu'il faut quand même un contexte chronologique, historique, culturel, avec des résultats de mes recherches plus pointues sur certains aspects de la période que nous traitons. Aujourd'hui, nous allons parler du chaos à l'autocratie. Avant de revenir là-dessus, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas de colloque cette année et que je remplacerai le colloque, comme l'année dernière, par des séminaires qui ont été prévus pour le mois d'avril, donc des séminaires, je l'espère, post-Covid. Le 8, le 11 et le 15 avril, j'ai dû un peu chambouler la tradition du vendredi de 2h à 14h30. Le 8 et le 15 sont effectivement des vendredis, mais le séminaire aura lieu à 11h, de 11h à 12h30. Et le 11 avril est un lundi. J'ai dû comprimer un peu les 3 séminaires pour pouvoir assurer mes cours à Boğaziçi, à Istanbul, sans trop d'interruptions. Le premier de ces séminaires est une histoire médaillée, c'est un clin d'œil à quelque chose qui était très courant au XVIIe siècle. Louis XIV, par exemple, était très féru d'histoire médaillée. C'était un style, un moyen de propagande extrêmement populaire à cette époque-là pour les têtes couronnées, qui a été d'ailleurs, dans le cas de Louis XIV, étudié dans une étude magistrale de Peter Burke, l'historien de la culture, l'historien des mentalités, qui a énormément travaillé sur le XVIIe siècle et sur la culture populaire en Europe, et qui a consacré un volume à The Making of Louis XIV, la fabrication de Louis XIV, et un des aspects majeurs qu'il abordait était justement cette tendance à l'utilisation des médailles pour faire une histoire médaillée
du règne. Dans le cas d'Abdulhamid, c'est bien plus tardif, mais on sait que les Ottomans se sont mis à certaines pratiques symboliques beaucoup plus tard, donc avec un certain décalage. Et dans le cas d'Abdulhamid, il s'agit en fait de mettre en exergue deux aspects fondamentaux de sa politique, encore une fois, qui visent à contrôler et à coopter la population sous le parapluie extrêmement oppressif de son autocratie. L'un, c'est la propagande, le fait d'essayer d'étendre autant que possible, de diffuser certains éléments idéologiques qu'il considère fonder la base de sa politique, et l'autre, c'est la cooptation, c'est-à-dire la carotte, si vous voulez, dans un régime qui est connu surtout pour sa répression. La carotte, c'est la promesse qui est faite à des individus méritants, à ceux qui veulent bien collaborer avec le système, la promesse qui leur est faite de leur donner une gratification, une récompense pour leur soutien, et cette récompense, une des récompenses principales qu'il utilisera, c'est justement les décorations, les médailles. Donc ça fait partie un peu de cet échafaudage symbolique qui encadre l'autocratie hamidienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le 11 avril, nous aborderons une anatomie d'un massacre. Nous allons parler des massacres hamidiens. Ça fait partie de l'histoire, de la légende noire ou rouge du sultan Abdulhamid, puisqu'il est associé notamment pendant les années 1890 avec le concept de massacre systématique dirigé contre la population arménienne de l'Empire. Ceci dans les provinces les plus reculées de l'Anatolie, en Anatolie de l'Est, où la population arménienne est parfois même majoritaire, et par conséquent c'est une terreur d'État qui va s'exercer contre cette population afin de freiner les velléités d'autonomie ou d'indépendance que l'on craint voir se développer au sein de cette communauté. Mais le massacre que j'étudierai est un massacre très particulier, celui de 1896, à Istanbul même, qui a suivi un coup de force d'un comité révolutionnaire arménien qui a pris d'assaut et qui a tenu bon pendant 2 jours au cœur de la finance ottomane, c'est-à-dire dans la Banque impériale ottomane, et qui a résisté aux attaques des Aptiais, les gendarmes, et de l'armée. Mais à la suite de ce coup de force, la population arménienne de Constantinople, d'Istanbul, a été victime d'un pogrom, un pogrom très systématique, très violent, qui a duré à peu près 2 jours. Et ce sera l'occasion pour moi d'étudier en détail un des pogroms les mieux documentés, et notamment un pogrom qui est relativement bien documenté du côté ottoman, parce que ce qu'il nous manque en général, c'est la contrepartie ottomane d'une information qui provient souvent de sources étrangères, c'est-à-dire de relais diplomatiques, de la presse étrangère, et je connais bien la situation en Turquie, où il y a de manière générale un déni des violences perpétrées contre les Arméniens. Cet aspect un peu biaisé de l'information est généralement utilisé pour essayer de remettre en question la réalité de la violence de l'État contre cette population. Or, j'avais il y a quelques années j'avais relevé un défi en quelque sorte, celui d'essayer de prouver à partir d'une documentation ottomane, donc entre guillemets nationale, celle que l'on ne remet pas en question, celle par laquelle on jure sans arrêt,
d'essayer donc de prouver que ce qui s'était passé lors d'un massacre était bel et bien un massacre et que la documentation ottomane, à condition de bien la lire, à condition de la soumettre à une méthodologie critique rigoureuse, dévoilait la plupart des mécanismes qui sous-tendaient cet acte de violence contre la population civile de Constantinople. Donc nous nous pencherons sur un cas d'étude, sur un massacre en particulier, avec ce défi méthodologique, celui de faire parler ceux qui ont perpétré ces crimes, c'est-à-dire d'utiliser les sources les plus proches de l'État pour essayer de voir si l'on arrive à pénétrer le mystère de cette violence étatique contre la population civile. Enfin, le 15 avril, Histoire et fiction, une coïncidence, plusieurs coïncidences. D'abord, le fait que le dernier roman d'Orhan Pamuk, en turc, Veba Geceleri, Les Nuits de la Peste, qui est paru l'année dernière en turc, la traduction française de ce roman doit paraître en mars 2022, donc dans 2 mois, chez Gallimard. Et j'ai voulu profiter de cette occasion pour inviter Orhan Pamuk. Certains d'entre vous savent que je l'ai déjà invité en octobre, mais que malheureusement nous n'avons pas eu le plaisir de l'avoir ici en chair et en os. Il a dû se connecter par visioconférence depuis Columbia, depuis l'université où il enseignait le semestre dernier. Mais cette fois-ci, j'espère bien qu'on l'aura en chair et en os pour parler de ce dernier roman. Alors, coïncidence, bien sûr, le fait que la version française, la traduction française du roman paraîtra à peine 1 mois avant l'événement et que, par conséquent, ceux d'entre vous qui sont intéressés auront le loisir de le lire ou de le parcourir avant notre séance. Mais au-delà de cela, parce que mon but dans la vie n'est pas forcément de faire de la publicité à Gallimard, mais c'est déjà fait, ce qui m'attire particulièrement, c'est que ce roman se situe dans un contexte historique qui colle très bien avec le thème de mon cours cette année, puisque les Nuits de la Peste se déroule dans une île imaginaire de l'archipel ottoman, une île appelée Minger, qui est plus ou moins inspirée de certains modèles d'îles, la Crète, etc. Mais ça se passe en 1900. Ça se passe en 1900-1901, c'est-à-dire en plein milieu de l'autocratie hamidienne. Et Orhan Pamuk, qui a toujours été passionné d'histoire, a énormément utilisé le contexte historique de la période hamidienne et des événements qui la caractérisent pour façonner le décor de cette histoire. Et c'est pourquoi je pense que c'est intéressant, moi ça me passionne de voir un peu comment l'on peut jeter des passerelles entre la fiction et l'histoire, entre le livre d'histoire et les romans, et par conséquent, je l'ai invité à venir nous parler de ce roman, et j'espère que nous pourrons entamer une discussion autour justement de ce qui l'a inspiré et où il voit les limites, les limites un peu grises entre la fiction et la réalité dans le contexte d'un roman éminemment historique. Vous savez à quel point je me plains de la cliomanie-cliopathie en Turquie. Je le répète sans arrêt, peut-être pas assez, peut-être trop, mais dans le cas du roman d'Orhan Pamuk, vous avez peut-être suivi dans la presse les péripéties d'un avocat kémaliste qui, il y a quelques mois, a intenté un procès contre lui parce qu'il trouvait que le personnage
personnage principal dans ce roman rappelait furieusement Mustafa Kemal, le futur Atatürk, et que par conséquent, il y avait là un crime de lèse atatürkité, de lèse-majesté, qu'il se raillait de la naissance de la République turque, ce qui n'était absolument pas vrai, bien sûr, mais enfin, peu importe, c'est encore un trait caractéristique de cette cliomanie et de cette cliopathie en Turquie, l'incapacité du lecteur moyen et surtout du lecteur politiquement biaisé de faire la part des choses et de séparer le vrai de l'imaginaire, l'histoire de la fiction, et par conséquent de tout prendre au pied de la lettre et d'essayer d'en tirer une leçon qui aurait des retombées politiques et historiques. Et d'ailleurs, toute retombée historique et politique en Turquie pour les mêmes raisons. Donc il y a là tout un paquet à déballer autour de ce roman, et j'espère que vous serez des nôtres pour participer à ce déballage, à cette étude un peu pointue d'un roman et de son contexte historique et des liens que l'on peut établir entre l'histoire et la fiction. Voilà, donc voici le programme pour cette année. J'en profite pour vous dire, mais vous le savez probablement déjà, c'est ma dernière année. C'est-à-dire que je vous quitte à la fin de cette saison, donc en avril. 5 années sont déjà passées, 5 années d'une chaire internationale. C'est un peu triste, mais que voulez-vous, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Alors, sans plus tarder, revenons à nos moutons, revenons à Abdülhamid et à son règne et à cette transition du chaos à l'autocratie. Alors, du chaos à l'autocratie. Alors déjà, pour ce qui est de l'image, j'ai toujours quelque chose d'intéressant à vous dire pour l'image que j'ai choisie. Là, je ne vous cacherai pas que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une image qui fasse sens, comme on dit. Bien sûr, j'aurais pu mettre les armoiries de l'Empire ou un portrait du sultan, mais ça, je l'ai déjà fait. J'ai pensé que cette image attendez, où est mon truc? Voilà. Vous lisez ici, enfin, on lit ici Mekteb Tıbbiye Mülkiye Şahane, ce qui veut dire en gros l'école de médecine impériale, l'école de médecine impériale civile, puisqu'il y a aussi la Mekteb Tıbbiye Askeriye Şahane, 2 écoles. D'ailleurs, la tradition de l'enseignement de la médecine a commencé plutôt dans l'armée, ce qui est le cas de la plupart des États modernes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est bien sûr de voir au-dessus une inscription qui dit « Padişahım çok yaşa ». Padişahım, mon sultan, mon paradishah, c'est le terme utilisé, c'est un terme d'origine persane pour décrire un empereur. Çok, c'est beaucoup. Yasha, c'est vivre. Donc, vis beaucoup mon padishah, ce qui veut dire en gros longue vie au sultan. Et c'est quelque chose qui existait auparavant, mais qui a été sacralisé. C'est une formule qui a été sacralisée sous Abdülhamid. En fait, c'est un rappel d'une tradition ottomane qui est celle, lors de l'accession d'un sultan, de ce que un prêtre général, en général, se penchait sur son oreille et lui disait ne sois pas trop orgueilleux, mon sultan, Dieu est plus puissant que toi. Un rappel, en quelque sorte, de la mortalité du sultan. Là, on a une sorte d'inversion, et elle s'inspire bien sûr de la modernité occidentale, puisque dans Padişahım çok yaşa, on entend un peu le God Save
king ou the queen, selon le genre du souverain britannique. C'est un peu cette invocation de la majesté, de la souveraineté et de l'immortalité, en quelque sorte, du sultan. Et cette formule fait partie, justement, de cet attirail symbolique que Abdulhamid mettra en place et qui se conjugue avec l'attitude des personnes posant devant la caméra. Vous verrez, et je pense vous en avoir déjà parlé lorsque j'ai parlé de photographie l'année dernière, quand j'ai parlé des tribulations de la photographie en Turquie ou dans l'Empire ottoman, je vous ai dit qu'il y avait une pose en particulier qui avait très bien effectué sa transition de la tradition de la miniature, de la tradition des miniatures que l'on connaît pour le XVIe, XVIIe siècle, la peinture classique, si vous voulez, dans un système oriental et ottoman, dans celui de la modernité à travers la photographie. Et cette pose, c'est ceci. Le fait de joindre les deux mains sur le ventre, on appelle ça en turc el pençe divan durmak, c'est-à-dire rejoindre les mains dans une attitude de divan, c'est-à-dire non pas le divan, le sofa, mais le divan, la présence impériale. C'est une expression de respect, et il est intéressant de voir que la plupart des participants, sauf les militaires parce qu'ils ont d'autres choses avec lesquelles ils peuvent jouer, le sabre, etc., mais les autres sont tenus en quelque sorte d'exprimer leur respect envers le souverain, puisque derrière toute photographie officielle, il y a l'œil du souverain. C'est-à-dire que ce ne sont pas des photos qui sont prises uniquement pour faire joli ou pour être publiées dans la presse ou pour être distribuées comme un souvenir aux participants. C'est une photo qui symbolise le rapport entre le sultan et ses sujets, entre le sultan et ses gouverneurs, ses apparatchiks, ses fonctionnaires, dans une situation où lui-même est rarement visible. Le sultan Abdulhamid, il est encore plus invisible que ses prédécesseurs. On avait vu, vous vous souviendrez peut-être qu'avec Mahmoud, on avait vu une sorte de révolution par le haut, et Mahmoud avait fait quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient jamais fait. Il en était revenu en quelque sorte à la tradition du XVIe siècle où le sultan se montrait devant la foule. Lui, c'était surtout par des bains de foule bien organisés ou alors par l'exercice militaire. Donc la modernité de Mahmoud II, elle se conjuguait avec cette présence de plus en plus visible du sultan. Ses successeurs l'ont fait moins, mais ils ne se cachaient pas derrière les remparts d'un palais, pas au point que Abdulhamid le fera dès les années 1880. Vous vous souviendrez que je vous avais parlé du palais de Yıldız, une sorte de citadelle, une sorte de palais qui se trouve au sommet d'une colline et qui par conséquent est inaccessible et qui lui sert de refuge, qui lui sert à se protéger contre les attentats, contre toutes les peurs qu'il a à l'idée d'être visible, d'être présent. Il ne se fait même pas photographier, ça aussi je vous l'avais dit. Donc les photographies officielles de ce genre pour l'inauguration de tel ou tel bâtiment, elles reprennent exactement le même scénario à chaque fois, c'est-à-dire que tous les individus, tous les fonctionnaires, tous les militaires concernés s'alignent, prennent cette pose respectueuse et fixent la caméra de la manière dont ils auraient fixé le souverain s'il avait été présent. C'est donc une forme d'audience par transposition qui est représenté à chaque fois. Donc, c'est ce qui a expliqué mon choix, mais j'ai une autre explication. Si vous me permettez de vous raconter une petite blague ottomane, on raconte qu'un circonciseur, donc un chirurgien qui se spécialisait dans la circoncision des enfants,
avait une boutique et sur la devanture, dans la vitrine, il avait déposé des montres et des horloges. Et un ami lui pose la question, mais enfin, quel rapport avec ton métier? À quoi il répond? Et qu'auriez-vous voulu que j'y mette? Donc c'est un peu ça, si vous voulez. Il fallait bien trouver une image, parce que je les aime. Donc j'ai trouvé une image qui rappelait vaguement le concept de l'autocratie tel que Abdulhamid la réinventera sous son règne. Alors, bien sûr, du chaos à l'autocratie, c'est un grand pas. J'aurais dû peut-être scinder ça en deux et parler d'abord de ce qui est probablement nécessaire avant d'atteindre l'autocratie, c'est la stabilité, c'est l'ordre. Du chaos à l'ordre d'abord, c'est-à-dire l'établissement des bases d'une stabilisation d'un système qui était en train de s'effondrer. Je vous ai dit assez souvent que 1876 était l'année de tous les dangers, de tous les périls, l'annus horribilis de l'Empire ottoman. Il y a une déliquescence du système, le système est assiégé de toutes parts, économiquement, financièrement, militairement, diplomatiquement, politiquement, et par conséquent, lorsque Abdulhamid hérite de ce système après les péripéties que l'on sait, le coup d'État du 30 mai 1876, la folie ou la crise de nerfs, disons, de Mourad V et sa destitution le 31 août 1876, Abdulhamid se retrouve à la tête d'un empire, d'un système, d'un État qui sont en déliquescence. Et par conséquent, son effort premier va être de prendre les choses en main, c'est-à-dire de rétablir un semblant d'ordre, un semblant de stabilité dans un système qui était sérieusement menacé de ruine. Par conséquent, je crois que c'est une règle générale, même si elle n'est pas absolue, que l'autocratie, l'autoritarisme se nourrit en général d'ordre, ou du moins d'un discours d'ordre. Et que par conséquent, beaucoup de cas que l'on connaît, de cas historiques que l'on connaît de l'établissement d'un système autocratique, d'un système autoritaire, fait généralement suite à une période de crise, une période de chaos, une période d'instabilité qui à la fois appelle à une sorte de besoin de stabilisation, de correction de ce qui ne va pas bien, et souvent au prix de remettre les rênes du pouvoir à un individu ou un groupe d'individus, mais souvent un individu qui prétend avoir le charisme, le pouvoir, la sagesse nécessaire pour pouvoir redresser la situation. Je pense que c'est un peu comme ça que Napoléon, premier du nom, est arrivé au pouvoir. Le troisième n'était guère différent quand on pense à l'après 1848, et on peut trouver bien d'autres exemples. Par exemple, les régimes autoritaires et fascistes des années 1920-1930 ont tous bénéficié d'une grande instabilité et sont venus s'installer avec la promesse de rétablir le système, de rétablir l'équilibre, de rétablir la stabilité d'un système qui était en train de s'effondrer. Je pense que c'est quelque chose que l'on voit encore aujourd'hui, notamment ces dernières 5 ou 10 années où la montée du populisme, la montée de l'autoritarisme dans bien des pays du monde et même d'Europe a généralement été plus ou moins provoquée par des crises assez semblables. On sait, dans le cas qui nous intéresse ou qui m'intéresse,
que le régime autoritaire que Tayyip Erdogan a établi, sans que ce soit encore une autocratie, est un système qui repose essentiellement sur les dangers présumés du coup d'État manqué de 2016. Et par conséquent, c'est un retour de bâton de cette situation. Et bien sûr, c'est une manipulation de l'opinion publique avec, à chaque fois, la menace d'une perdition, la menace d'un démembrement, la menace d'un effondrement du système qui permet à des acteurs politiques de s'avancer et de proposer quelque chose qui, à travers le populisme, une combinaison de populisme et de démocratie parlementaire, leur permet d'asseoir leur pouvoir et d'effriter au fur et à mesure les libertés et les règles du jeu d'un système démocratique. Je pense que c'est vrai non seulement des gens au pouvoir, mais aussi de ceux qui ont des velléités de ce genre et qui, lorsqu'ils veulent présenter leur programme, lorsqu'ils veulent se présenter à la population en des périodes de crise, je pense à la France en ce moment, ont tendance à utiliser l'argument de l'instabilité, de la République qui est en train de s'effondrer, l'immigration, etc., et qui, par conséquent, se présente comme une sorte de sauveur ou de sauveuse d'une situation désespérée. Donc il y a là un phénomène qui n'est guère surprenant. Abdulhamid, et on ne le saura peut-être jamais, car ce qui nous manque, c'est la touche personnelle, la documentation qui émanerait directement de sa plume, de sa pensée. Nous n'avons pas de mémoire d'Abdulhamid, nous n'avons pas de journal intime d'Abdulhamid, donc nous ne savons pas si lors de sa jeunesse, alors qu'il était encore prince et qu'il devenait il se rapprochait de plus en plus du trône grâce aux événements de 1876, il avait déjà en tête un plan bien concret pour l'établissement de son autocratie. J'imagine que tout sultan, dans la tradition ottomane, rêvait, nous l'avons vu avec Mahmoud II, nous l'avons vu avec Abdulaziz, qui lui aussi avait des velléités autocratiques, mais qui étaient plus ou moins freinées par une très forte bureaucratie, les hommes d'État des Tanzimat, qui essayaient de freiner ces velléités du souverain et par conséquent essayer d'établir un équilibre entre l'orgueil et les ambitions du souverain et les nécessités d'une modernisation par quelque chose qui ressemblait de plus en plus à l'état de droit. Donc, est-ce que en 1875-76, alors qu'il était encore prince et pas forcément convaincu de pouvoir accéder au trône dans l'immédiat, est-ce qu'Abdulhamid avait déjà un plan? Est-ce qu'il avait déjà une vision du genre de gouvernement, du genre de système étatique qu'il voudrait diriger? Avait-il cette idée de s'opposer au courant constitutionnaliste et parlementaire qui avait vu le jour dès les années 1860 et qui avait atteint son apogée en 1876, justement, et nous le verrons, avec la promulgation de la Constitution. Savait-il déjà qu'il devrait jouer une sorte de double jeu, c'est-à-dire satisfaire aux ambitions des constitutionnalistes avant de pouvoir leur porter un coup mortel et rétablir une hiérarchie autoritaire qui lui donnerait tous les pouvoirs et qui, au fur et à mesure, effriterait la puissance des institutions qui pourraient faire obstacle à son autocratie. Nous ne le savons pas. Nous savons, je vous rappellerai, nous avons déjà parlé de Mourad V, son frère aîné, celui qui, au bout de 3 mois, est destitué. On sent bien, même si on n'a pas des
écrits privés de Mourad V, on sent bien qu'il avait un plan. On le sent parce qu'on le voit apparaître dans la presse occidentale, bien avant 1876, déjà dans les années 1860, alors qu'il n'est qu'un jeune prince. On le sait parce qu'en 1872, il va être initié à la franc-maçonnerie. C'est un grand pas, c'est quelque chose, c'est un engagement, même si ce n'est pas un engagement public, ça reste secret, mais on voit bien qu'il y a un engagement dont on peut bien sûr imaginer qu'il était personnel. Après tout, pour un intellectuel ou un presque intellectuel, un quasi-intellectuel au XIXe siècle, la franc-maçonnerie, surtout dans l'Empire ottoman, est probablement la meilleure formule, la formule la plus aisée pour accéder à une sorte d'espace de liberté où l'on puisse parler de projets politiques sans avoir à être confronté à la censure ou à la répression. Donc c'est tout à fait normal que jusqu'à la Révolution de 1908, la franc-maçonnerie, généralement dominée par des diplomates étrangers, anglais, français, italiens plus tard, était une sorte de refuge, une sorte d'espace privilégié pour les opposants du régime, y compris des princes qui n'avaient pas encore beaucoup d'espoir d'accéder au trône, un espace de liberté où ils pouvaient s'exercer à faire de la politique sans être nécessairement inquiétés. Et par ailleurs, grâce aux écrits privés de son fils, Selahattin Effendi, sur lesquels je travaille en ce moment, nous avons des bribes d'informations qui confirment effectivement que, dès sa jeunesse, Mourad avait des idées assez claires sur l'Occident. Il n'y est pas vraiment question de régime politique, mais simplement on sent bien qu'il est engagé dans la voie de l'occidentalisation et qu'il est prêt à faire des sacrifices afin d'obtenir le soutien des forces politiques qu'il considère pouvoir jouer un rôle dans le développement de son empire ou de son futur empire. Pour Abdulhamid, nous n'avons malheureusement pas ça. Nous n'avons pas ça, et c'est toujours le risque de la téléologie, de construire l'histoire à rebours, une fois qu'on sait ce que Abdulhamid a fait, ce qu'il a tenté de faire, ce qu'il a réussi à faire, comment il a fini. On finit par s'imaginer que cela était une partie intrinsèque de son caractère, de sa personnalité, et que par conséquent, il y avait une logique de causalité depuis sa plus tendre jeunesse jusqu'à la fin de son règne. Évidemment, c'est extrêmement risqué. La plupart des historiens qui se sont penchés, surtout en Turquie, avec toujours un biais politique, qui se sont penchés sur sa carrière, ont voulu souligner à quel point il était, dès sa jeunesse, décidé à prendre les choses en main. Comment il était d'une sobriété exemplaire depuis sa jeunesse, alors que Mourad, son frère aîné, dès sa plus tendre jeunesse, avait tendance à boire. Lui, après apparemment un petit flirt avec l'alcool dans sa jeunesse, s'est ensuite calmé. Il est devenu beaucoup plus sobre. On sait aussi qu'il boursicotait, c'est toujours un signe bourgeois, n'est-ce pas, un caractère rationnel, en quelque sorte, qui détonne avec le caractère de la plupart des sultans que l'on avait vus jusqu'ici. Donc on a bien l'impression qu'il y avait en tout cas des éléments constitutifs d'un personnage embourgeoisé, moderne, mais qui était qui penchait plutôt du côté de la tradition. La tradition, encore une fois, se traduisant par essentiellement le sultanat, le pouvoir et la visibilité du sultanat et la religion.
Encore une fois, ce sont des spéculations, mais il est probable qu'il avait un caractère quelque peu différent de son frère. Donc, Abdulhamid est en train de développer une base de stabilité pour son empire. Le voilà sur le trône et je voudrais d'abord vous rappeler un peu en quoi consistait cette instabilité, ce chaos dont il allait se débarrasser. Pardon. Quelques rappels, déjà sous Abdul Aziz, celui qui fut détrôné le 30 mai 1876, les troubles avaient commencé. D'ailleurs, il a été lui-même victime de ces troubles. Cela remonte à l'automne de 1875, et notamment la banqueroute inofficielle, officieuse de la Sublime Porte du gouvernement ottoman le 10 octobre 1875, lorsque, en raison de l'accumulation des dettes et de l'incapacité du gouvernement d'assurer le paiement des coupons, comme on disait, c'est-à-dire des paiements annuels de la dette, le gouvernement décide unilatéralement de suspendre les paiements du coupon. C'est une banqueroute. C'est une banqueroute sans l'avantage ou sans le respect de la règle qui veut qu'une banqueroute soit dirigée, soit établie, soit calculée avec les deux parties concernées. C'est-à-dire que l'on s'assoit et que l'on décide des termes qui vont décider de la solution de cette crise financière. C'est un geste unilatéral et par conséquent, c'est quelque chose qui met l'Empire ottoman, qui dépend énormément, entièrement, en fait, des emprunts occidentaux, dans une situation intenable, puisqu'il perd son crédit, il perd sa possibilité de recueillir de nouveaux fonds par des emprunts. Donc, la crise commence déjà là, et elle est suivie d'une crise politique, notamment la crise qui est provoquée par certains constitutionnaliste, Mithat Pacha en particulier, qui va essayer de mobiliser certaines parties de la population, notamment ce qu'on appelle les softas. Softas, ce sont les étudiants en théologie, qui représentent une sorte de prolétariat urbain, des gens qui sont intégrés dans le système de l'éducation de la madrasa, qui n'ont pas vraiment de métier et qui sont extrêmement vulnérables économiquement parlant. Ils sont très réceptifs aux messages de Mithat Pacha parce qu'il ne faut pas oublier, on a toujours tendance à penser que le constitutionnalisme ottoman est toujours extrêmement occidentalisé, extrêmement occidental. Il ne l'est pas forcément. S'il reprend, bien sûr, le principe d'une constitution, d'une représentation parlementaire, beaucoup des constitutionnalistes de l'époque, dès les années 1860, ont un profond ancrage dans la religion, dans l'islam. C'est-à-dire que leur projet de réforme comprend en général la mise en œuvre d'une actualisation, d'une modernisation de l'islam afin d'en faire un élément constitutif du nouveau régime qui mettrait une fin à l'autocratie en puissance d'un souverain. Donc,
Par conséquent, il ne faut pas s'étonner de voir que Mithat Pacha, que l'on associe généralement avec des concepts occidentaux de libéralisme, de parlementarisme, etc., ait été capable de mobiliser des sections de la population extrêmement traditionnelles et ancrées dans la religion, puisqu'il y a un modèle de constitution islamique, il y a un modèle de révolution par le haut ou de révolution qui finirait par remettre au peuple les rênes du pouvoir par le biais d'un parlement, mais qui reposerait essentiellement sur des principes de la religion et surtout sur le principe de la suprématie des musulmans. N'oublions jamais que depuis 1856, les Ottomans musulmans ont énormément de mal à digérer la notion d'égalité qui leur a été imposée, du moins sur le papier, avec les non-musulmans. Tous mes sujets seront dorénavant égaux devant la loi. Il sera interdit d'utiliser des termes insultants à l'encontre de n'importe quelle communauté de l'Empire. Ce sont des articles de l'édit de réforme de 1856 qui froissent les susceptibilités des Ottomans musulmans, puisqu'ils remettent en question, et très sérieusement, de manière très radicale, la notion traditionnelle de la suprématie des musulmans sur les non-musulmans. Par conséquent, même si le constitutionnalisme et le parlementarisme revêtent un aspect de modernité qui nous rappelle la modernisation politique de l'Occident, n'oublions pas que dans certains cas, il arrive très bien à se conjuguer avec l'islam et par conséquent avec des considérations et des notions extrêmement inégalitaires ou hiérarchisées telles qu'elles existaient avant l'édit des réformes de 1856. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à la mobilisation des softas, donc ces étudiants en théologie, que le règne d'Abdulaziz va être sérieusement menacé et qu'il va être possible pour Mithat Pacha, associé à l'aile militaire de la réforme, Hüseyin Avni Pacha, Süleyman Pacha, d'organiser un coup d'État. C'est le premier coup d'État moderne. Quand on parle des révoltes des janissaires au XVIIe ou voire même au XIXe siècle, avant leur destruction en 1826, ce ne sont pas des coups d'État, puisque la définition de l'État n'est pas la même. Quand vous parlez de coup d'État, de putsch, vous parlez de quelque chose qui s'inscrit dans une modernité qui, en Occident aussi, ne date que pratiquement de la fin du XVIIIe siècle. Donc le premier véritable coup d'État, et c'est important parce que la Turquie sera plusieurs fois menacée, plus que menacée d'ailleurs, dirigée par des coups d'État pendant le XXe siècle, le premier coup d'État moderne est celui de 1876, mais il s'appuie aussi sur une sorte d'assentiment de la population et notamment de cette partie traditionnelle de la population représentée par les activistes, les softas, les activistes musulmans de la capitale. Donc déjà, il y a une instabilité politique et le fait que Abdulaziz ait été destitué le 30 mai 1976 n'arrange pas vraiment les choses parce que sa destitution est suivie d'un suicide plus ou moins suspect, qu'il est suivi par un attentat visant des membres du cabinet dont plusieurs sont abattus par un jeune homme qui était apparenté à Abdulaziz et qui voulait le venger, donc encore plus d'instabilité, et surtout le fait que le nouveau sultan, celui dont on espérait tant, est incapacité par sa santé mentale et qu'il ne
n'arrive pas à produire le capital symbolique et politique que l'on attend d'un nouveau sultan. Il ne peut pas se présenter lors du Selamlik, cette fameuse prière du vendredi. Il n'a même pas pu compléter le rituel de la ceinture du sabre d'Osman. Il est par conséquent invisible et en grande partie illégitime. Tout cela, bien sûr, crée énormément d'instabilité, puisque tout le monde sait qu'il y a un sultan incapacité dans son palais et que ceux qui tiennent les rênes du gouvernement, ce sont les putschistes, ce sont les acteurs du coup d'État de mai 76. Donc, il y a une instabilité politique interne. Et ça ne va pas s'arranger sous Abdulhamid, nous le verrons dans un instant. Mais il y a encore plus une instabilité régionale, notamment dans les Balkans. Dans les Balkans où l'Empire ottoman est confronté à une série de révoltes, d'insurrections. La Serbie, la Serbie est déjà indépendante, mais le Monténégro et surtout la Bulgarie. Et des événements individuels, mais qui sont d'une gravité exceptionnelle à cause de leur portée symbolique. Je veux parler notamment de l'événement du 6 mai 1876, lorsque les consuls de France et d'Allemagne à Thessalonique, sont massacrés, lynchés par la population locale. Que s'est-il passé? Encore une fois, c'est quelque chose qui se rattache au contexte de l'égalité introduite par les réformes politiques des règnes précédents, puisque le problème est la conversion d'une jeune femme à l'islam, une jeune bulgare, donc grecque orthodoxe, mais bulgare orthodoxe depuis 1870, puisqu'il y a eu création, invention de l'exarcat bulgare en 1870, ce qui fait partie du nationalisme bulgare, puisque les nationalismes dans les Balkans, encore aujourd'hui, ils sont à dominante religieuse. Ce qui distingue vraiment un Serbe d'un Croate, c'est la religion, pas la langue. Et les nationalismes balkaniques, ils se sont bâtis à partir d'identités religieuses. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de toutes les nations balkaniques. Et c'est pourquoi le nationalisme bulgare, lorsqu'il commence à poindre dans les années 1860, il n'aura de cesse de rechercher un appui religieux, une référence religieuse, puisque sinon, un Bulgare, ethniquement bulgare, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais linguistiquement ou culturellement bulgare, c'est un grec orthodoxe. Puisqu'il est orthodoxe, il est rattaché au patriarcat écuménique de Constantinople, et par conséquent, il ne peut revendiquer vraiment une identité différente de celle des Grecs orthodoxes, sur la base de la religion. Et par conséquent, le nationalisme bulgare va se créer une église, et cette église, c'est l'exarcat bulgare créé en 1870. Donc une jeune bulgare s'est convertie à l'islam. Elle s'est convertie à l'islam, et ça fait partie de cette réforme générale concernant les croyances, concernant la foi, concernant les confessions. L'apostasie n'est plus punie par la mort. Or, jusque-là, et on a dans Chateaubriand une description d'un tel événement, l'exécution d'un sujet ottoman non musulman qui s'était converti à l'islam et qui se reconvertit, retourne à sa religion d'origine, ça, c'est de l'apostasie. Et ça, c'est puni par la mort dans la tradition islamique.
Évidemment, si vous êtes non-musulman, vous pouvez changer de religion allègrement comme vous voulez. Vous pouvez aller vers l'islam. Vous serez honoré par l'islam. C'est ainsi, c'est l'expression utilisée. Islam la musharref olmak. Avoir l'honneur de l'islam, c'est quelque chose qui est courant, c'est la conversion vers l'islam. Mais dans l'autre sens, il est impossible à un musulman de se convertir à une autre religion et surtout, si c'est un converti récent, le fait de renier sa nouvelle religion est quelque chose qui est passible de mort. Yaltidad, c'est l'apostasie. Et avec les transformations des années 1840 et 50, l'apostasie est décriminalisée, c'est-à-dire que l'État promet de ne plus exécuter les apostats. Et par conséquent, sur le papier en tout cas, il est désormais possible pour un sujet musulman ottoman de se convertir à une autre religion. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui, aux yeux de la masse populaire musulmane, est inacceptable. Alors, cette jeune fille, elle a fait quelque chose qui va dans le bon sens, puisque bulgare orthodoxe, elle s'est convertie à l'islam. Seulement, sa propre communauté, sa famille et sa communauté voient d'un très mauvais œil cette conversion, et par conséquent, lorsqu'elle est transférée de son patelin en Bulgarie à Salonique, qui est la capitale de la province, ses congénères, ses ex-congénères, prennent d'assaut la procession et la capture. Elle est kidnappée par des Bulgares orthodoxes. Pourquoi ? Parce qu'ils revendiquent, ils déclarent que cette conversion a été faite contre son gré. C'est un coup classique puisqu'il s'agit d'une femme. Hein. Donc, une femme est toujours considérée comme un objet d'une communauté à dominante mâle, et par conséquent, sa conversion vers une religion est soit considérée comme un devoir exigé par la communauté qui l'exige, ou alors comme une trahison par la communauté qui la perd. La femme n'est pas vraiment consultée, c'est une affaire communautaire, c'est une affaire absolument sectaire communautaire. Et pourquoi devait-elle aller à Thessalonique ? Parce que justement, la nouvelle loi prévoit que toute conversion à l'islam doit se faire en présence de témoins des deux communautés et devant l'autorité publique. C'est un moyen pour les modernistes et pour l'Occident, pour les grandes puissances, d'essayer de contrôler les conversions sauvages, les conversions. Et on sait que ces conversions sauvages sont nombreuses, notamment lors de massacres. On sait que dans les années 90, des villages entiers d'Arméniens vont se convertir à l'islam pour échapper au massacre. C'est quelque chose qui arrivera aussi pendant la Première Guerre mondiale, lors du génocide des Arméniens. Beaucoup vont essayer de trouver le salut dans la conversion à l'islam. Donc, il y a toujours un doute qui plane sur les conversions vers l'islam, puisque l'islam est la religion de la puissance, la religion de l'État, et que par conséquent, on ne peut pas faire confiance à l'État pour ce qui est d'un contrôle, d'un vrai contrôle de l'authenticité de la conversion. Et une fois que ceci est appris à Salonique, c'est le tour de la communauté musulmane de revendiquer son nouveau membre. Et par conséquent, ils se réunissent autour d'une mosquée et le consul d'Allemagne et de France y accourt. C'était une erreur apparemment. Ils sont massacrés, lynchés. Alors,
encore une fois, une petite digression sur la manière dont l'image est utilisée à cette époque-là. Vous avez 3 images du même événement ou du même contexte. Celle-ci, la première, dans l'univers illustré, vous voyez que c'est une image qui est complètement inventée. Complètement inventée, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de photographie du massacre et que par conséquent, on ne peut pas en produire une gravure, mais c'est surtout le style. Vous voyez ce genre d'arc en fer à cheval, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans l'Empire ottoman, mais c'est quelque chose que vous ne trouverez pas, en tout cas, au cœur de l'Empire ottoman, dans les Balkans ou en Anatolie occidentale, et encore moins à Salonique. En fait, c'est de l'orientalisme pur et dur. Le dessinateur a décidé de donner à cette scène, qui scandalise bien sûr l'opinion publique occidentale, un aspect éminemment oriental. Une mosquée, qu'est-ce que c'est? C'est une mosquée, c'est un bâtiment qui aura une entrée en fer à cheval. Et bien sûr, vous remarquerez la mise en scène du massacre, puisque les 2 hommes, d'abord, sont très blancs. Je ne parle pas du teint, je parle de... c'est presque comme une scène de martyr, en quelque sorte. Vous avez une sorte de lumière presque divine qui les éclaire, eux, tandis que les massacreurs, non que je les défende, mais les massacreurs, eux, sont dans la pénombre et ils sont franchement beaucoup plus foncés. Et ils ont un air sauvage. À la même date, le Monde illustré est un peu plus sobre. Vous voyez que le Monde illustré a probablement bénéficié d'un témoignage direct et par conséquent a tenté de rendre la scène dans un environnement urbain qui reprend un peu le profil de Thessalonique, puisqu'on reconnaît bien les montagnes derrière. En revanche, ce qui est faux, c'est la mosquée. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore de photos de la mosquée. Ce n'est que plus tard, en juin 76, que le Monde illustré corrigera en quelque sorte le décor avec une représentation beaucoup plus exacte de la mosquée, cette fois-ci sans la scène du carnage. C'est une documentation de la Saatli Jami, de la mosquée à l'horloge, où cela s'est déroulé. Je ne sais pas si vous avez noté, mais le croquis est de monsieur J. Viaud. Viaud avec un X. En fait, c'est Viaud avec un D. C'est Julien. Julien Viaud. Pierre Loti. Pierre Loti, en 77-78, travaille énormément pour le Monde illustré et par conséquent, nous verrons beaucoup d'illustrations qui proviennent de sa plume. Alors, voici la combinaison de toutes ces images, c'est-à-dire la bonne mosquée avec une vision plus ou moins plausible de la scène qui précède le carnage, paru dans l'Illustrated London News, la grande revue illustrée britannique. C'est l'occasion pour vous indiquer un ouvrage qui vous intéressera peut-être si cette histoire de la conversion, si la question de la conversion et son insertion dans la politique étrangère de l'Empire ottoman vous intéresse. Un excellent ouvrage, j'espère que Selim Delengil, qui est un ami, me regarde de temps en temps, parce qu'avec toute la publicité que je lui fais depuis la semaine dernière, mais il la mérite, c'est un ouvrage qui traite justement de la question de la conversion et de l'apostasie dans le contexte du XIXe siècle ottoman. Mais ce qui est encore pire du côté ottoman, c'est que la crise des consuls se terminera par une humiliation officielle du gouvernement ottoman, des Ottomans. Les coupables seront pendus en public, les militaires et les administrateurs jugés responsables de la crise seront limogés et destitués. Donc on voit bien qu'il y a une crise qui est gérée par une intervention directe et très musclée des grandes puissances.
Ce n'est pas tout. À la même époque, je vous le disais, le Monténégro et la Serbie vont s'attaquer à l'Empire ottoman, à la faiblesse de l'Empire ottoman dans les Balkans, et vont par conséquent créer un conflit, vont être à l'origine d'un conflit qui va engager les troupes ottomanes. J'aime beaucoup ces deux images parce c'est des images en miroir, en quelque sorte. Encore une fois, le monde illustré, j'utilise généralement l'illustration, mais pour des raisons qui m'échappent, en 77-78, le monde illustré est excellent. Il est vraiment au courant de tout. Et ce que j'aime bien dans ces images, c'est que ça vous donne une sorte de répondant du côté serbe. Et encore une fois, je vous rappelle ce que je disais sur le nationalisme étant essentiellement religieux, un pope qui harangue les foules pour les engager à rejoindre l'armée contre les Turcs, bien sûr, les musulmans. Et du côté musulman, même si on n'a pas d'imam, on est à la sortie d'une mosquée et on voit bien qu'il y a toute la symbolique de la religion, une sorte de soutien populaire derrière l'engagement des volontaires. Ces volontaires sont très importants puisque nous les verrons réapparaître pendant toute la guerre. L'armée ottomane ne se suffit pas en général. Au XIXe siècle, elle n'a pas les moyens de s'engager dans des guerres de longue haleine et par conséquent, elle va souvent avoir recours à des irréguliers, à des volontaires. C'est quelque chose qui a toujours été vrai dans l'Empire ottoman. Quand on parle par exemple des massacres de Kio, ces massacres ont été en grande partie perpétrés par des bashebozuk, c'est-à-dire des irréguliers qui ont été attirés par l'appât du gain, le gain étant les captifs que tout massacre assure aux troupes. Donc la plupart des images, parce que l'opinion publique est déjà très habituée à l'image du bashibozuk, du zeybek, de tous ces irréguliers qui sont un peu des bandits, avec une sorte de charisme, un charme qui fascine les Occidentaux et les peintres occidentaux depuis les années 1850, depuis les années 1860, on connaît les Zeybek de Jérôme, etc. Vous avez donc le pendant du même phénomène, c'est la conscription des volontaires du côté serbe et du côté ottoman. Et bien sûr, la guerre elle-même. Alors là, vous avez énormément de représentations de batailles. Encore une fois, même si la photographie existe, et on sait, je vous avais montré des photographies de la guerre de Crimée, ce sont des photographies qui ne peuvent pas dépeindre le mouvement. Ce ne sont pas des photographies qui peuvent dépeindre les combats. Donc les combats sont laissés à l'imagination des dessinateurs sur la base de ce qui leur est raconté, avec de nouveau l'élément crucial du pope, du prêtre qui participe à la bataille et qui encourage les troupes. Et du côté ottoman, encore une fois un pendant, ce sont les Softas, de nouveau, débarquement d'une bande de Softas enrôlés pour la Serbie. Les Softas qui avaient fait, en quelque sorte, qui avaient sous-tendu la révolution, le coup d'État de 1876, ils réapparaissent à chaque instant lorsqu'il s'agit d'une crise et lorsqu'il s'agit de brandir les étendards du prophète ou autre pour marquer leur allégeance à l'État représenté par son identité islamique. Et là, vous revoyez J. Viau, donc encore une fois, Pierre Loti, qui n'a pas encore écrit Les Désenchantés, qui illustre les péripéties de la guerre. Et voilà, si vous voulez, ce qui sera la base du changement de l'opinion publique en Europe. D'un côté, le côté turc, avec surprenamment une description assez exacte de distinctions qui ne sont
généralement jamais respectés. Bachibozuk, Zeybek, Tcherkesse, etc. C'est un doux mélange dans la terminologie occidentale. Là, on voit bien qu'il s'agit d'un Bachibozuk, donc un volontaire, là d'un Zeybek, pour ceux qui connaissent le folklore turc, c'est quelque chose qui fait encore partie du folklore de l'Anatolie occidentale, et un Tcherkesse ou un Circassien, bien sûr Circassien étant un terme générique qui regroupe bien des tribus et des clans du Caucase. Et du côté bulgare, vous avez des paysans. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'établissement d'une distinction entre les gens armés, armés jusqu'aux dents, c'est le cas de le dire, et la population civile. Les paysans bulgares pacifiques, encore une fois, c'est un cliché qui a du vrai, puisque d'un côté, vous avez un État bien formé, pas assez bien pour pouvoir se passer d'irrégulier, mais vous avez un État qui représente une puissance militaire relativement bien organisée. De l'autre côté, vous avez effectivement une population essentiellement paysanne qui s'est engagée dans une forme de révolution en avril 1876 et qui sera bien sûr victime de représailles par ses troupes. Mais vous voyez déjà à peu près le format de ce qui dominera l'opinion publique en Occident. Et bien sûr, les représentations de massacres. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'analyser l'image pour vous expliquer à quel point c'est à la fois documentaire et caricatural. On fait bien attention de placer la scène devant une église, parce que ça donne un sens. Encore une fois, ce n'est pas une photographie qui a été gravée, c'est une gravure. Et les méchants Bachibozuk, etc., s'en prennent à une population civile. Alors bien sûr, vous avez le pendant des massacres de Kiev de la Croix, version russe, par Konstantin Mayakovsky, qui en 1977 représente la Bulgarie martyrisée, encore une fois avec toujours, bien sûr, cet accent sur les plus innocents des innocents, c'est-à-dire les femmes, qui sont martyrisés par des sauvages, avec en plus des éléments raciaux, racistes extrêmement puissants quand vous voyez la représentation de ces trois Bachibozuk. Et celui qui manipulera et qui utilisera cette opinion publique le mieux, c'est Gladstone. Gladstone, William Gladstone, le grand politicien britannique, qui va épouser la cause de la Bulgarie et qui va par conséquent monter une opération de relations publiques visant à criminaliser, démoniser, sataniser les Turcs, représentés comme les barbares qui ne méritent plus d'être tolérés en Europe, dans une Europe à laquelle ils n'appartiennent pas. Deux publications, deux pamphlets, ce sont des livres qui font à peu près 70-80 pages chacun, extrêmement intéressants parce que, bien sûr, ce sont des pamphlets, ce sont des brûlots, mais ce sont aussi des documents, des ouvrages documentés. Il a eu accès, bien sûr, aux rapports diplomatiques britanniques. Il y a toute une série de journalistes américains, britanniques, français qui se rendent en Bulgarie. C'est une des insurrections les mieux suivies par l'opinion publique occidentale, et il en tire The Bulgarian Horrors and the Question of the East. Encore une fois, ce qui est important, c'est bien sûr les horreurs, les atrocités bulgares, donc l'accusation, mais sa mise en rapport avec cette question d'Orient que l'on traîne depuis 1774 et en tout cas depuis les années 1830, avec la crise
égyptienne. Et un désir de lier les deux, puisque, en gros, ce qu'il dit, c'est que la solution de la question d'Orient, c'est de se débarrasser de ceux qui sont responsables des horreurs que nous avons vues perpétrer contre la population civile bulgare. Et ce sera suivi, alors ça c'est publié je crois le 12 septembre 1876, à peine 10 jours après l'accession de l'avènement d'Abdulhamid au trône, et c'est suivi quelques mois plus tard, en mars 1877, par des leçons de massacre. Beaucoup de sarcasme dans le titre sur la manière dont le gouvernement turc, le gouvernement ottoman, on dit toujours turc, n'est-ce pas, s'est conduit à l'égard des populations musulmanes, et qui se termine par cette phrase terrible « Do it again ». Quelle est la leçon que l'on tire, que le gouvernement ottoman tire de cette expérience bulgare? C'est de recommencer. Pourquoi? Parce que l'Europe, dit Gladstone, a été incapable d'enrayer cette violence et a été incapable de punir les Ottomans pour cette atteinte à l'humanité, et que, par conséquent, les Ottomans, devant cette apathie, cette incapacité de l'Europe de les contrôler, n'en ont tiré qu'une leçon, de recommencer. Do it again. C'est la combinaison de ce conflit avec la Serbie et le Monténégro, d'une part, et l'insurrection bulgare matée par la violence de l'armée et des irréguliers ottomans, qui provoque une nouvelle conférence. Alors, vous vous souviendrez que la grande conférence qui avait réglé le problème de la question d'Orient en dernier, c'était la conférence de Paris de 1856, à la fin de la guerre de Crimée, où l'objectif était, tout en reconnaissant l'adhésion de l'Empire ottoman au club des grandes puissances occidentales, on lui imposait un droit de regard des grandes puissances sur ses affaires internes et notamment sur le sort de ces populations non musulmanes. C'est quelque chose qui avait été très mal digéré, encore une fois, puisque ça s'accompagnait de cet édit des réformes qui voulait l'égalité, qui imposait l'égalité des sujets du sultan. Ça a été très mal pris par l'opinion publique ottomane, et par conséquent, il y a depuis 1956 une partie de la population qui est très montée contre l'ingérence des grandes puissance. En 1876, en décembre 1876, se réunit à l'Amirauté. Ce bâtiment, c'est le bâtiment de l'Amirauté qui existe encore aujourd'hui. Ils sont en train de le restaurer. C'est un de ces bâtiments, on ne le voit pas bien ici, mais c'est un de ces bâtiments qui ont été construits dans le style mauresque, alhambresque des années 60, donc avec des stalactites, des arcs en fer à cheval, etc. C'est une conférence qui commence assez mal, puisque la première version de cette conférence ne comprend que des plénipotentiaires occidentaux. Les Ottomans ne sont même pas invités à une conférence qui doit régler le problème des Balkans. Ils finissent par changer d'avis, et deux plénipotentiaires ottomans sont ajoutés à l'équipe de la conférence, et voici une des très nombreuses représentations que l'on a des séances de la conférence, donc dans le palais de l'Amirauté, avec deux participants ottomans, l'un Safet Pacha, je devine que c'est lui, il a à peu près ses traits, Safet Pacha qui est alors ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, chaque pays est représenté par un tandem, un ministre des Affaires étrangères, Chaudordi en France, pour la France, et un ambassadeur en poste à Constantinople, Bourgoin pour la France. Dans le cas
ottoman, c'est le ministre des Affaires étrangères, Safet Pacha, et comme il n'y a pas d'ambassadeur ottoman à Constantinople, on a choisi l'ambassadeur ottoman à Berlin, Ethem Pacha, qui est rappelé d'Ardar pour participer à cette conférence. Alors la conférence, elle est problématique pour les Ottomans puisqu'il s'agit en gros de convaincre les Ottomans de rétablir les règles du jeu telles qu'elles avaient été établies en 1856, c'est-à-dire de garantir que l'Empire ottoman ne fera rien sans l'aval des grandes puissances, notamment dans les Balkans, avec en prime la suggestion que ces provinces devraient être administrées par des Occidentaux. Et que par conséquent, l'Empire devrait se dessaisir en quelque sorte de son autorité, de sa souveraineté dans ces régions, afin de calmer le jeu et de maintenir une forme d'équilibre dans ces régions si problématiques. Alors, il y a un épisode particulièrement amusant ou intéressant de cette conférence et qui concerne Ethem Pacha, que je vous ai montré ici. Ethem Pacha, qui est un de mes héros, puisque c'est le père d'Osman Hamdi Bey. Si vous vous souvenez, le peintre orientaliste, directeur du musée archéologique, etc., c'est cet intellectuel très, très visible, bien connu, etc., et qui m'intéresse parce que, justement, il combine la modernité avec un orientalisme très internalisé qu'il a vraiment adopté. Son père, j'ai dû vous le dire, parce que, encore une fois, c'est une carrière exceptionnelle, c'est un survivant des massacres de Kyo, donc c'est l'enfant de Victor Hugo, c'est l'enfant grec de Victor Hugo, qui, au lieu de demander de la poudre et des balles, est capturé par le grand amiral de l'époque et ensuite, en tant qu'esclave, est envoyé faire ses études en France, à l'école des mines. Donc c'est vraiment un doux mélange de l'esclavage, de ce qu'il y a de plus traditionnel, un peu comme un janissaire d'antan, combiné avec cette modernité de la période de Mahmoud, qui veut que l'on s'engage autant que possible dans l'apprentissage de tout ce qui fait la modernité occidentale. Et justement, pendant cette conférence, Ethem Pacha a un mot assez intéressant. Il s'adresse aux délégués français, lisons-le directement, parce que c'est paru dans la presse pendant tout janvier 77. À la dernière réunion, Ethem Pacha, se laissant entraîner à propos des massacres de la Bulgarie, parce qu'on les accuse, n'est-ce pas, de massacrer les Bulgares, s'écria que la Turquie n'avait dans son histoire ni Saint-Barthélemy, ni Dragonade. C'est possible, lui répondit M. de Bourgoin, donc l'ambassadeur, autre membre du... mais nous n'avons jamais assassiné des témoins pour empêcher la justice de suivre son cours, puisque c'est une des accusations portées contre le gouvernement ottoman. Il faisait allusion au meurtre d'un Français commis il y a quelque temps à Philippopolis, Plovdiv, et aux 2 témoins qui devaient déposer dans cette affaire et qui ont été assassinés. M. de Chaudordy, donc le ministre des Affaires étrangères, ajoute « Si nous avons été des barbares, le fait date de plusieurs siècles, pour vous, il est d'aujourd'hui. » Je trouve que c'est délicieux. Eux, non, apparemment, puisque le secrétaire de la conférence, le comte de Mouy, on a demandé au comte de Mouy de biffer, d'enlever ces propos des procès-verbaux de la conférence, donc ils n'apparaissent pas dans les procès-verbaux officiels. Mais c'est intéressant parce que, bon, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que voir un survivant d'un massacre prendre la défense des perpétrateurs de nouveaux massacres, ça vous donne une idée de la complexité de cette identité qu'il a acquise par la cooptation, par l'intégration dans le système ottoman. C'est donc un patriote ottoman. Il défend, coûte que coûte, son gouvernement. C'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un des rares cas où l'on voit un homme d'État ottoman prendre le taureau par les cornes et vraiment accuser les grandes puissances
de pratiquer un double poids, double mesure, de jouer un double jeu, de ne pas regarder, je vous ai je ne sais combien de fois dit qu'il était quand même frappant qu'à l'époque où les grandes puissances imposent aux Ottomans l'égalité de tous leurs sujets, les empires coloniaux britanniques et français ne pratiquent pas cette égalité une fois sortis des limites de la métropole et que par conséquent les sujets coloniaux n'ont droit à aucun des privilèges qui définissent ou des devoirs qui définissent la citoyenneté au centre de cet empire. Donc deux poids, deux mesures, ce qui n'excuse pas les atrocités bulgares, mais c'est intéressant de voir un homme d'État ottoman se lancer dans une sorte de discussion qui va au-delà de simplement la défense, mais essayer un peu de pousser les Occidentaux dans leur dernier retranchement en évoquant leur double jeu. Et bien sûr, ce qui est assez cocasse, c'est que Mithat Pacha, donc à cette époque-là grand vizir, veut marquer le coup et veut neutraliser la conférence par un coup d'éclat, un coup de théâtre. Et ce coup de théâtre, c'est de déclarer, de promulguer la Constitution le jour même de la première séance de la conférence, le 23 décembre 1876. Alors c'est un coup d'éclat, il se dit dans sa naïveté, si le gouvernement ottoman, soudain, du jour au lendemain, devient constitutionnel, tous les arguments des grandes puissances contre le gouvernement ottoman vont tomber et par conséquent, ils vont devoir tout simplement plier bagage et annuler cette conférence et nous laisser notre entière souveraineté sur nos territoires. Donc, sous une pluie battante, au moment même où la conférence se réunit, sans un coup de canon et la promulgation de la Constitution en grande pompe, mais bien sûr, les plénipotentiaires ne sont pas dupes et la conférence continue. La conférence continue, ce qui pousse Mithat Pacha à jouer le jeu, à hausser la mise et jouer le jeu de la guerre. C'est-à-dire, avec la situation explosive des Balkans et l'ultimatum qui a été déclaré par la Russie, concernant l'intégrité de la Serbie et du Monténégro, l'Empire ottoman est confronté à un risque de guerre avec la Russie. Encore une fois, 20 ans après la guerre de Crimée, et c'est un risque énorme. Et Mithat Pacha va essayer encore une fois d'utiliser son charisme d'homme d'État et sa popularité auprès de la population pour pousser l'opinion publique à la guerre. Puisque la guerre est un autre moyen de mettre fin à la conférence et de mettre fin, par conséquent, au plan des grandes puissances concernant le partage de la souveraineté de l'Empire ottoman dans les Balkans. Et là, vous avez deux scènes, encore une fois signées par Julien Viaud, alors Pierre Loti partout, des softas, encore une fois, demandant la guerre où, à Sainte-Sophie, où ils prient en commun pour s'exalter et pour démontrer leur allégeance, encore une fois, à l'État et leur détermination à aller jusqu'au bout, et à la Sublime Porte, c'est-à-dire devant le grand vizirat pour demander que l'on mette fin à cette paix honteuse et que l'on prenne les armes pour sauver la patrie. Et c'est ainsi que Mithat Pacha jouera sa dernière carte, un grand conseil. C'est un peu n'importe quoi, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le système. Il crée tout d'un coup cette idée d'un grand conseil consultatif qui réunit
toutes les nations de l'Empire. Donc vous voyez les patriarches arméniens et grecs et probablement le grand rabbin de Constantinople, et bien sûr des participants triés sur le volet, représentant de manière plus ou moins égale les communautés musulmanes et non musulmanes, avec une prédominance bien sûr des têtes calottées et des poitrines médaillées, c'est-à-dire des dignitaires de l'État, pour voter la guerre. Pour voter, non pas la guerre, mais voter le refus systématique définitif des conditions que les plénipotentiaires des grandes puissances essayent d'imposer à l'Empire ottoman. Donc la conférence se termine en fiasco, et c'est un fiasco qui a été manipulé par Mithat Pacha avec un semblant de consultation populaire, puisqu'il est en train de préparer les élections qui se déroulent de manière assez peu systématique, très irrégulière, parce que la Constitution a été bâclée en quelques mois. Ça fait partie de son programme politique, mais c'est un instrument qu'il utilise pour la diplomatie, pour la gestion de la politique étrangère de l'Empire, et par conséquent, les détails de la Constitution elle-même, son assise morale et politique, sont extrêmement superficielles. Et la preuve en est que nous avons à peine 2 ou 3 premiers jets de la Constitution, et qu'il est extrêmement difficile pour les historiens aujourd'hui de se faire une idée claire de la manière dont le texte final de la Constitution a été délibéré, a été rédigé et délibéré. Les élections, elles aussi, elles sont bien sûr à 2 niveaux. Par conséquent, les propriétaires fonciers qui peuvent prouver un certain niveau de fortune, c'est un peu comme en France en 1791, seuls sont admis à voter, et à voter pour des représentants qui, eux, vont choisir leurs députés. Donc les élections se déroulent dans un environnement assez étrange. J'aime ces 2 images parce qu'elles jouent sur le contraste entre des élections dans un quartier populaire de Kasım Paşa et le quartier occidentalisé de Beyoğlu. Et à la fin, une assemblée de d'une petite centaine de députés verra le jour. Seulement, et c'est là que l'on voit la première action politique d'Abdülhamid, il fait insérer, il insiste pour faire insérer un article dans cette Constitution qui va complètement changer la donne. C'est l'article 113. En cas de constatation de faits ou d'indices de nature à faire prévoir des troubles sur un point du territoire de l'Empire, le gouvernement impérial a le droit d'y proclamer l'état de siège. C'est très profond. C'est-à-dire que le vague en cas de constatation ou d'indice de nature à... Bon. Et c'est quelque chose qui a un rôle déterminant dans l'avenir politique de l'Empire ottoman et de la Turquie, puisque encore aujourd'hui, ou du moins dans les années 60-70, du bon temps des coups d'État militaires, entre guillemets, c'est un peu avec ce genre d'arguments que les militaires sont arrivés au pouvoir. Donc c'est quelque chose, c'est la première mise sur le papier d'une règle assez vague qui donne au gouvernement ou à l'armée le droit d'intervenir et de mettre fin à un processus parlementaire. Pire encore, à Sa Majesté le Sultan appartient le pouvoir exclusif d'expulser du territoire de l'Empire ceux qui, à la suite d'informations dignes de confiance, encore une fois, vous admirez le vague poétique, recueillis par l'administration de la police. Donc il suffit d'un rapport de délation, sont reconnus comme portant atteinte à la sûreté de l'État. Et
qui va faire les frais de cette nouveauté, cet article rapporté de la Constitution, c'est Mithat Pacha. Mithat Pacha lui-même, celui qui avait bâti, échafaudé sa propre puissance politique sur le système constitutionnel qu'il préconisait, il sera le 3 février, je crois, démis de ses fonctions et banni, exilé, banni de l'Empire ottoman par Abdulhamid, qui fera jouer justement cet article 113 de la Constitution contre celui qui a eu la naïveté de le croire et d'inclure cet article dans le texte final. Et il sera remplacé par mon héros, le voleur Ethem Pacha. J'adore cette couverture. Le voleur, bien sûr, c'est pas lui, c'est le nom de cette revue. C'est une revue qui était populaire dans les années 1870, mais j'aime beaucoup la combinaison du portrait avec le titre de la revue, ça fait toujours rêver. Donc, c'est Ethem Pacha, celui qui s'était insurgé contre les représentants français de la conférence de Constantinople, celui que Abdulhamid considère être assez traditionnel et loyal pour pouvoir lui confier le début d'un système qu'il tentera de modifier vers une autocratie. C'est lui qui prendra les rênes du gouvernement qui deviendra grand vizir en février 1877 et qui inaugurera en lisant le discours du trône, le Parlement ottoman au mois de mars 1877. Voilà. Donc, l'annus horribilis se termine par une forme de stabilisation, puisqu'on voit bien que Abdulhamid a réussi à contrôler quelque chose qui risquait de déborder vers un système trop constitutionnel, trop libéral. Il a réussi à se débarrasser du leader de l'opposition, celui qui lui faisait le plus peur, celui qui risquait le plus d'entraver son pouvoir personnel. Et il a réussi, jusqu'à un certain point, à maintenir l'opinion publique autour d'une défense de l'Empire. Au prix, bien sûr, de quelque chose qui sera terrible, puisque la guerre qui commencera en avril, donc à peine un mois après l'ouverture du Parlement, la Russie déclarera la guerre à l'Empire ottoman, et pendant une assez courte guerre qui se termine déjà en janvier, officiellement en mars 1878, donc en moins d'un an, l'Empire sera battu à plate couture et avec des conséquences qui auront une influence extrêmement importante sur l'avenir de l'Empire ottoman, conséquences néfastes bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que Abdulhamid va savoir profiter de ces conséquences néfastes pour bâtir le nouveau discours idéologique de l'Empire qu'il va diriger. Et ce discours idéologique, il est essentiellement islamique. C'est ainsi que commence à peu près, mais nous en parlerons la prochaine fois, que commence la carrière islamiste et panislamiste d'Abdulhamid, ce qui fera son cachet pendant les 30 ans de son règne et ce que l'on retient encore aujourd'hui comme étant l'élément essentiel de la construction de son appareil idéologique et politique. Je vous remercie pour votre patience, que j'ai abusé 5 minutes. À vendredi prochain.